Mes chers camarades, bien le bonjour. Je vous propose aujourd'hui une interview de 2 heures que j'ai eu l'occasion de faire sur Twitch avec Anne Besson. Anne Besson, c'est une professeure agrégée de littérature générale et comparée, c'est la spécialiste française de la fantasy. Et ensemble, on va revenir sur les liens entre fantasy et histoire. Vous allez le voir, c'est extrêmement intéressant. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Twitch, Nota Bene Movies, ou sur cette chaîne Nota Bonus, si vous voulez d'autres interviews d'historiens. Bon visionnage. Mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ce soir, comme chaque mois maintenant, ça commence à devenir une tradition, pour un super entretien avec un spécialiste. Et ce soir les amis, on va s'enjailler, parce que ce soir on va parler fantasy, et vous savez à quel point j'aime la fantasy, je passe mon temps à parler de fantasy sur la chaîne, et aujourd'hui on a quelqu'un de très spécial, puisqu'il s'agit de Anne Besson qui est avec nous ce soir pour parler fantasy. Bonsoir Anne. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Comment ça va? Très bien, La on se journée est bonne. déconfine doucement. On se déconfine doucement, bah oui. Merci à tous en tout cas de nous suivre ce soir. Donc on est ensemble pour 2 heures. 2 heures de discussion avec toi Anne. On va parler du coup. Donc toi tu es professeur des universités spécialisé en littérature générale et comparée. Ça veut dire quoi exactement? Alors, professeur des universités, c'est que je peux diriger des thèses, et littérature générale et comparée, c'est une des disciplines de la licence de lettres modernes, pour ceux qui ont fait ça, qui nous permet de nous balader entre les langues et entre les siècles. Parce que sinon, la littérature, c'est compartimenté, pas pareil que l'histoire, mais par siècle et par langue. On fait de la littérature française du XVIIe, par exemple. Et la littérature comparée permet de faire Moyen Âge et contemporain, par exemple, et puis anglais, espagnol, français, de voir les mouvements littéraires qui traversent les aires culturelles et linguistiques. Et donc tu es de l'université d'Artois. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont à l'université dans le coin. On a des messages dans le chat. Université d'Artois en force. Eh ben c'est parfait. Voilà, donc Contente d'avoir l'équipe locale. on est ensemble donc pour 2 heures. Alors ce que je vous propose dans le chat, c'est qu'avec Anne, j'ai quelques questions qui sont préparées. On va revenir un petit peu sur son parcours et puis parler plus généralement de la fantasy, des liens possibles avec l'histoire. Aussi, on va parler pendant environ 1 heure et demie et ensuite on aura une petite demi-heure de questions, ce qui n'empêche pas quand même de poser vos questions pendant l'heure et demie. Peut-être qu'on pourra rebondir dessus si jamais c'est pertinent ou que ça s'agence bien. Voilà. Alors, Anne, déjà, comment est-ce qu'on en vient à là? Comment est-ce qu'on en vient à devenir une spécialiste de la fantasy? C'est un peu un concours de circonstances, à vrai dire. Alors j'ai pu profiter de mon beau parcours, scolaire et universitaire pour me permettre, entre guillemets, ce choix de spécialité qui n'avait rien d'évident quand je suis, arrivée, il y a, 15-20 ans, dans le milieu professionnel. Donc parce que moi j'ai fait le l'ENS, j'ai la grecque, j'ai une thèse, j'étais, boursière doctorante et cetera. Donc j'avais coché toutes les cases. Et donc j'ai choisi de travailler au moment de ma thèse sur les cycles et séries. Ça a été, ça a ensuite été publié sous le titre d'Asimov et Tolkien aux éditions du CNRS. Et donc mon idée, c'était de bosser sur les romans à suivre, et les univers qui étaient construits dans ces romans à suivre. Et en quoi un roman à suivre, c'était différent d'un roman individuel. Et au départ, je travaillais à la fois sur la SF, la fantasy, j'avais aussi des romans d'aventure, d'espionnage, du policier, et cetera dans mon corpus. Et petit à petit, je me suis spécialisée de plus en plus sur SF et fantasy, et surtout fantasy. Bah, d'abord parce que personne ne travaillait là-dessus, alors qu'il y avait vraiment énormément à faire, et que moi j'avais commencé, puis ça me semblait bizarre de m'arrêter là. Je tombais vraiment sur quelque chose d'énorme à défricher, et puis parce que j'ai fini ma thèse au moment où Le Seigneur des Anneaux, de Peter Jackson sortait, et au moment où, Harry Potter arrivait dans sa phase vraiment haute, autour du 4e tome là, quand tous les médias en parlaient, et tous les médias avaient envie d'avoir, un écho, enfin voilà, d'avoir quelqu'un qui pouvait leur dire ce que ça signifiait, qu'est-ce que c'était. Hem et donc ils sont venus vers moi à ce moment-là, et donc voilà, spécialisation progressive qui est venue comme ça. Et j'imagine que de base, avant de t'y intéresser de par tes études, tu étais consommatrice toi-même de fantasy à côté?
Alors, je suis avant tout une très grosse lectrice. Voilà, je lis toujours, énormément. C'est vraiment ma came. Et donc, en fait, je suis un rat de bibliothèque, bibliothèque municipale de Saint-Ouen 93, hein, voilà, où j'ai vraiment passé mon enfance à lire, tous les rayons, et donc j'ai dévoré tout ce qui était roman naturaliste à suivre aussi. En fait, ce que j'aimais bien, c'est quand dans la bibliothèque, il y avait des rayons entiers avec le même auteur, tu vois? Voilà, des séries de romans avec, les couvertures pareilles. Et bon, en fait, assez rapidement, ça m'a mené effectivement, à la SF et à la fantasy parce que c'était, les grandes séries et les gros pavés, c'était là que j'avais le plus de chances d'en rencontrer. Euh, alors, commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet, il y a une distinction, je pense. Enfin, il y a une semaine, on a annoncé que tu arrivais ce soir en live sur Twitch, et donc on a eu plein de questions. Et il y a un truc qui nous a paru fondamental quand on a sélectionné un petit peu les questions de débroussailler dès le début, c'est la différence entre fantastique et fantasy. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, alors, c'est une question à la fois, récurrente et qui reste, compliquée parce qu'en fait, on veut pas dire la même chose par ces termes-là selon, voilà, c'est la comparatiste qui parle, hein, selon l'ère culturelle dans laquelle on se trouve. Pour les anglo-saxons, globalement, il y a très, très peu de différence entre fantastique et fantasy, puisque, ils parlent de fantasy et de fantastic literature, c'est la même chose. Et donc les ouvrages en anglais qui portent le nom fantasy, les ouvrages critiques, ils vont pouvoir être soit du fantastique, soit, ce que nous, Français, on appelle la fantaisie et qui du coup, en français, ça désigne les romans, enfin tous les médias, enfin genre médiatique, qui, fait appel au surnaturel magique et qui, dans la très grande majorité des cas, nous propose, de découvrir un autre monde, relié ou non au nôtre, et qui va être inspiré par un passé, historique, ou mythique. Donc là où ça se différencie en français, du fantastique, il faut remonter, à Todorov, hein, notre maître à tous. Tzvetan Todorov, dans «Introduction à la littérature fantastique», il pose ces bases-là, au début des années 70 en distinguant fantastique et merveilleux comme 2 manières d'utiliser le surnaturel dans une œuvre de fiction. Donc soit il y a des créatures et des éléments surnaturels qui vont se produire dans les 2 cas. Mais dans un cas, le ça quand ça se produit, c'est pas du tout normal, hein. Ça semble complètement, impossible et ingérable psychologiquement par les personnages qui y font face, hein. C'est vraiment une fracture dans le réel, quelque chose qui produit un effet de choc, hein, et qui fait peur, hein, très, très majoritairement. Ça, c'est le fantastique. En revanche, le merveilleux, ça va être ce qu'on trouve dans le conte de fées, à savoir, on se trouve d'emblée dans un monde, où c'est absolument normal, que les animaux parlent, qu'il y ait des fées dans les fontaines, ou dans les arbres et ça ne choque personne, ni les personnages, ni le lecteur qui s'est mis dans un état d'esprit, qui lui permet d'accepter ça et la fantaisie, c'est du merveilleux. La fantaisie, c'est le genre contemporain, du merveilleux, c'est-à-dire c'est un genre qui va reprendre l'héritage merveilleux, qui est celui des contes, qui est celui des mythes, qui va injecter du merveilleux là où il n'y en a pas forcément, comme dans les périodes historiques, hein, et qui va faire ça à destination, d'un public pour lequel le merveilleux n'est plus quelque chose de naturel. La fantaisie, elle apparaît et le fantastique aussi d'ailleurs, hein, le fantastique et la fantaisie ne peuvent apparaître que à la fin du XVIIIe siècle, quand le rationalisme est passé par là et quand, le réalisme littéraire, est passé par là et quand la science, a, établi, un certain nombre de règles, que le monde doit suivre. Ça n'est qu'à partir de du moment où on a ces bases-là, qu'on peut avoir une littérature qui va s'en écarter, la littérature de l'imaginaire et qui va s'en écarter en général pour critiquer, justement, ce qui est, bien sûr des avancées de la pensée, mais qui est aussi conçu, par, le public à partir de cette époque-là comme une entrave, à ce qu'on peut, imaginer, éventuellement un danger pour certaines aspirations humaines. Donc voilà, ça apparaît à partir, de la 2e moitié du 19e siècle pour la fantaisie, comme, une forme de réaction, voire de critique, à un certain nombre, d'évolutions du monde moderne et sur fond d'une littérature qui désormais où la norme est réaliste.
Mmh. Bah d'ailleurs, on a reçu William Blanc, que tu connais bien, dans l'émission il y a pas très très longtemps, et en, en gros, il résumait le fait que beaucoup d'œuvres de littérature de fantasy, euh, c'est l'ancien monde effectivement qui se bat contre le nouveau, quoi. Euh, et pourtant, enfin, on a quand même l'impression que la fantasy, ça regroupe tellement de choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'appeler fantasy. Enfin, c'est vrai que pour le coup, Harry Potter, World of Warcraft, Star Wars, c'est de la fantasy aussi, Non, c'est pas non? Star Wars, c'est du Space Opera. alors Ah, voilà, c'est du space mais opéra, tu le sais, donc c'est voilà, c'est de la science-fiction a priori, hein, parce que c'est aussi ces genres qui sont super poreux entre eux, c'est sûr. Et donc Star Wars se place à une intersection vraiment bien pensée entre la science-fiction et la fantasy, puisque les coordonnées spatio-temporelles sont celles du conte, hein, long time ago, in a galaxy far far away. Donc on est vraiment dans un conte et en même temps, voilà, les chevaliers ont des sabres laser, la princesse est celle d'une confédération en lutte, etc. Donc c'est le space opéra qui est le genre de la science-fiction qui est le plus proche du merveilleux. Harry Potter, lui, il est entre la fantaisie et le fantastique. C'est-à-dire que tout ce qui est monde des sorciers, et en particulier les premiers volumes, c'est franchement du merveilleux. Et en même temps, la transition entre notre monde et celui des sorciers, et puis surtout la montée progressive en puissance de Voldemort, un certain nombre de scènes, comme la scène finale du tome 4, c'est des scènes de fantastique. Donc voilà, il peut y avoir du fantastique dans la fantasy, il peut y avoir du merveilleux dans la science-fiction, on a beaucoup, et tout ça est assez mélangé effectivement. Après, ce qu'on visualise le plus franchement comme la fantasy, bah, c'est beaucoup plus World of Warcraft. C'est-à-dire, c'est des mondes qui sont inspirés de Tolkien, qui sont néo-médiévaux, avec un certain nombre de peuples très, très stéréotypés, très marqués, très récurrents, qui sont les nains, les elfes, voilà, des batailles épiques, des combats individuels. Ça, on identifie bien ce cœur du genre. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, on se rapproche de ce qu'on appelle, l'heroic fantasy. En fait, le cœur du genre, il y a 2 sous-genres, la fantasy héroïque et la fantasy épique ou high fantasy, fantasy haute. Disons qu'on a d'un côté Howard, hein, le père de Conan, Robert Howard, hein, qui est vraiment le premier grand auteur de fantasy américaine, hein, qui écrit dans les pulps de l'époque, donc qui est d'emblée un auteur populaire, hein, et qui écrit à propos d'un héros solitaire qui va se tailler un chemin dans un monde décadent à la seule force de ses bras musclés, et j'exagère, et pour lequel qui va combattre les forces de la sorcellerie, hein. La magie est négative dans ce sous-genre-là, qui va ensuite donc trouver de très nombreuses illustrations, en particulier dans la fantaisie américaine. Et puis de l'autre côté, on a la fantaisie épique, la fantaisie haute, high fantasy, avec donc le côté un peu hiérarchisant, hein, qu'il y a dans High, qui elle est plutôt illustrée par la tradition de Tolkien, hein, et qui donc met au contraire en scène des groupes de personnages qui ne vont pas lutter seulement pour eux-mêmes, mais pour le sort du monde, et qui vont faire un usage beaucoup plus diffus et partagé de la magie, avec une hmm. magie blanche beaucoup plus présente. Voilà ce qu'on peut. Et ces deux-là, voilà, c'est le. Après, on a beaucoup appelé Heroic Fantasy en France la fantasy, Ouais. parce qu'elle nous est arrivée sous ce nom-là. Donc effectivement, on est un peu, on hérite un peu de cet usage de cette terminologie, et on a du mal à s'en débarrasser. Ouais, bah C'est pas très grave. avant de préparer le live, honnêtement, j'avais pas cette subtilité, cette nuance-là entre épique et voilà. Pour moi, tout était de l'heroic fantasy. J'ai commencé avec Lance Dragon que j'adore, et Lance Dragon, donc du coup, ça serait de l'épique et pas de l'héroïque. Ouais, ouais, D'accord. Eh tout bah à fait. écoute, voilà, je pourrais dire que je suis lecteur d'Epic Fantasy. C'est eh ben, De fantasy tout court. de fantasy tout quoi. Et alors, c'est vrai que souvent quand on parle de fantasy, tout de suite on imagine un monde médiéval.
Mais est-ce qu'il y a de la fantaisie autre? Est-ce qu'on a de la fantaisie qui s'inscrit qui s'inspire plutôt d'un cadre, on va dire, antique ou d'un cadre pré-industriel? Je pense au steampunk par exemple. Est-ce qu'on qualifie ça de fantaisie ou pas? Alors, il y a absolument toutes les époques historiques qui sont représentées en fantaisie, je pense. Alors après, plus ou moins, massivement, et c'est vrai que, bien sûr et c'est ça dont vous avez dû parler avec William Blanc et c'est une partie vraiment majeure du genre, les univers inspirés par le Moyen Âge, c'est eux qu'on voit en premier. Mais après, il y a vraiment, vraiment, de tout. Si je commence donc, je vais pas remonter à la préhistoire, hein, on va commencer quoique je pense qu'il y aurait des choses à faire, avec, des dinosaures. Enfin, il y en a. Je ne vais pas me lancer là-dedans, mais si je remonte, à l'Antiquité, il y a beaucoup, beaucoup, d'ouvrages, alors il va y avoir beaucoup d'ouvrages qui vont s'intéresser, par exemple, au contexte de la guerre de Troie, à des réécritures homériques, hein, de la même façon qu'il y a des réécritures arthuriennes en fait, hein. Il y a un vrai beau corpus de réécritures troyennes. Par exemple, il y a Troy de David Gemmell, hein. David Gemmell, c'est l'auteur de Légende, c'est un très grand auteur de fantasy tout court, hein, et donc de fantasy médiévale, mais aussi épique. Ou encore The Firebrand, je ne sais plus comment c'est traduit, donc le flambeau de feu, le flambeau de Marion Zimmer Bradley, qui est aussi celle qui a écrit Les Brumes d'Avalon, donc une histoire arthurienne. Là, elle a fait vraiment la même chose pour la guerre de Troie. Il y a un très bon auteur qui s'appelle Thomas Bernard Swan, qui a écrit la trilogie du Latium, qui est édité aux Moutons et Électriques, hein, qui a mis du temps à être traduit. C'est une fantaisie très, très poétique, par un auteur très délicat, homosexuel, hein, et donc avec des histoires de couples masculins. Et puis ça continue à se faire aujourd'hui. Je sais pas, Estelle Faye, par exemple, elle a écrit une belle série qui s'appelle La Voix des oracles, hein, dans l'Antiquité tardive. Et puis, en fait, on n'y pense pas forcément, mais les Celtes et les Gaulois, c'est notre antiquité aussi, hein. Donc, Astérix, c'est un des grands chevals de bataille de William Blanc. Astérix, c'est de la fantaisie quand même, en fait, hein, quand on y réfléchit bien. Non, c'est vrai, c'est lui qui me l'a fait constater, mais c'est tout à fait juste, hein, puisque on a le vieux monde contre le nouveau monde, hein, les Gaulois contre l'Empire romain, qui est beaucoup plus, voilà, un côté chaotique mais sympathique contre un côté ordonné, et une potion magique, un druide, voilà. Donc bon, Astérix, c'est de la fantaisie. Et puis, Jaworski, par exemple, il écrit sur les Celtes bituriges, une très belle série qui s'appelle Roi du Monde. Jean-Laurent Del Socorro, qui est aussi un bon auteur français qui fait de la fantaisie historique. Il a travaillé sur une reine celte, qui s'appelle Boudica, Hmm. qui a organisé une résistance, là encore, à une invasion, à une des étapes de l'invasion romaine, dans les îles britanniques. Donc en fait, voilà, il y a tout un courant, hein, qu'on peut rattacher à cette fantaisie antique. Et puis, en fait, des créatures de l'Antiquité, si on élargit un peu, si on prend le centaure, Ouais. le griffon, le satyre, et ben ça, il y en a absolument partout dans tous les univers un peu syncrétiques, c'est-à-dire qui vont mélanger les origines. Il y en a beaucoup en littérature pour la jeunesse, dans les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis, dans Harry Potter, bien sûr, dans les Chroniques de Spiderwick. C'est une des influences, la mythologie là pour le coup, gréco-latine, hein, qui va être, très présente, dans beaucoup d'univers. Et ces univers syncrétiques en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on ne pourrait penser en fantasy. C'est-à-dire qu'on va associer un auteur, à ce qui est la tonalité dominante, à savoir le Moyen Âge. Mais là, je suis en train de penser à Game of Thrones. Game of Thrones, il y a à la fois des éléments
effectivement médiévaux, hein. Westeros au départ, c'est surtout ça qui ressort. Et antique. Mais alors du Moyen Âge, de toutes les époques, hein, voilà, des Vikings au 15e, avec une grosse dose de 14e. Et puis, il y a aussi beaucoup d'antiquités, les arènes, les pyramides. Et puis, il y a aussi de la Renaissance. Hein. Je sais pas, Littlefinger, c'est un personnage qui est vraiment très shakespearien, donc qui est voilà, après le Moyen Âge. Donc ça déborde, tu vois, des deux côtés. Et c'est normal parce qu'un univers médiéval, il est pas stable. Hein. Il y a encore des héritages et il y a déjà des annonces de ce qui viendra. J'ai pas répondu à ta question sur le steampunk. Avant ça, hein, si vous êtes chaud, du coup, dans le chat pour une baston entre un orc et Obélix, lâchez un petit plus ça. Hein, oui, donc parce que le steampunk, effectivement, on arrive là sur un autre genre que beaucoup de gens affectionnent. Enfin, c'est de la fantasy aussi, du coup. Sauf que là, on s'inspire d'une ère plus industrielle. Oui, alors au départ le steampunk, il naît plutôt comme un genre de SF, hein, apparenté directement à la science-fiction, puisque les auteurs en fait qui sont les premiers à l'illustrer sont des auteurs de SF, notamment William Gibson et Bruce Sterling, donc William Gibson, c'est le très célèbre auteur de cyberpunk. Hein, son œuvre la plus connue, c'est Neuromancien. Qui est d'actualité, Cyberpunk. Hein. Ouais, tout à fait, avec la sortie tant attendue. Donc au départ plutôt un genre de SF. Donc le livre qui sort, ça s'appelle La machine à différence, et ça imagine que l'ordinateur, les proto-ordinateurs, la machine de Babbage, qui avait été inventée en Angleterre au 19e, a fonctionné. Et donc c'est une société du 19e, mais informatisée, pré-informatisée, avec le personnage d'Ada Lovelace, par exemple, qui est une des héroïnes. Et il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie du tout. Donc on est plutôt dans quelque chose qui réinvente la technologie du côté de la SF. Alors, qui réinvente la technologie au passé, ce qu'on appelle un rétrofuturisme. Sauf que le steampunk, tu le sais comme moi, c'est un genre qui est avant tout une culture visuelle et une culture matérielle. Donc c'est des marqueurs esthétiques très forts, qui sont alors voilà, les dirigeables, les grosses moustaches, les corsets, les montres à gousset, qu'on peut en fait déplacer, alors à la fois dans la vie réelle, hein, pour les vaporistes, les gens qui apprécient la culture steampunk dans le quotidien, et puis dans d'autres genres. Hein, c'est tout à fait compatible avec un univers de fantasy, et notamment on peut y mettre de la magie. Et donc il y a toute une partie du steampunk qui relève de la fantasy, pour peu que dans les mondes steampunk, il y ait des fées, des elfes, un passage entre les mondes, comme dans Paris des Merveilles de Pierre Pevel, par exemple. Paris des Merveilles de Pierre Pevel, c'est vraiment le grand exemple d'une fantasy steampunk, puisque donc ça se passe à la Belle Époque à Paris, mais un passage a été ouvert avec le monde de Faérie, et donc il y a des dryades dans les fontaines de la Concorde. Il y a la Tour Eiffel a été construite dans un bois blanc elfique, etc., etc. Et donc, ça va être des intrigues qui font intervenir des enquêtes sur le surnaturel dans Paris. La fantaisie victorienne, donc, qui se passe dans ce long 19e siècle, avec une préférence pour l'Angleterre, le Londres de Victoria, c'est effectivement un domaine extrêmement dynamique et intéressant de la fantaisie, et donc qui est aussi une forme d'opposition à la modernité, hein, comme ce qu'on disait tout à l'heure en suivant William Blanc. On pourrait se dire que le steampunk, ça va contre cette idée de la fantaisie, c'est le vieux monde, c'est le passé. En fait, c'est une manière de réécrire la révolution industrielle.
et donc de réinjecter du merveilleux dans ce qui en a privé. De revoir l'histoire en l'attirant du côté qui nous intéresse. Euh, alors, c'est pas toujours très positif, hein. Il y a aussi des espèces de dystopies steampunk de fantasy. Je pense à La Guerre du Lotus de J. Christophe, où là, c'est carrément il y a une monoculture du lotus qui infecte les sols, le fog, qui effectivement était une calamité pour Londres à l'époque, empêche de voir la lumière, tout le monde tousse. Enfin voilà, donc là du coup c'est du 19e, mais qui nous alerte un peu sur notre réalité contemporaine. Et du coup, dans certains Miyazaki, on peut considérer que c'est de la fantasy aussi, du coup. Ou pas? Alors, Princesse Mononoke, complètement. Princesse Mononoke, pour moi, c'est un de mes, je pense que c'est mon film de fantasy préféré. Après, c'est plus compliqué pour d'autres films qui en fait sont pour un public plus d'enfants, Mhm. comme Le Voyage de Chihiro ou Pogno sur la falaise. Je prends des exemples qui sont où il y a un merveilleux très très franc, ce qui n'est pas le cas de tous les Miyazaki. Parce que le merveilleux enfantin est souvent plus proche du conte ou plus proche du folklore. Donc, est-ce qu'on est à proprement parler dans de la fantaisie ou est-ce qu'on est juste dans une forme de merveilleux pour l'enfance imprégnée de culture japonaise et qui nous semble, Oui, je pense que c'est plutôt voilà, ça. Ouais. voilà, ça introduit de la distance par rapport à nous parce qu'on est des spectateurs occidentaux. Mais je suis pas sûre que ce soit Non, complètement le but. je pensais un peu à, et ça a été remonté aussi dans le chat, au château ambulant par exemple, tu vois, où on est vraiment un peu entre deux, et du coup, est-ce qu'on peut vraiment le basculer totalement dans la fantasy ou pas? C'est. Oui, alors le château ambulant, il se trouve que c'est une adaptation d'un roman de fantasy, le château de Hurle, de Diana Wynne Jones, hein, qui est une grande autrice de fantasy pour la jeunesse, un peu injustement oubliée et que donc du coup le film de Miyazaki permet de sortir de l'oubli. Euh, et donc qui avait toute une série qui s'appelait Les Mondes de Crestomancie. Donc oui, le château ambulant, par le travail de l'adaptation, hein, et par le fait que en fait ça vient d'un roman anglais, ça colle plus aux caractéristiques de la fantasy qui est Hmm. au départ un genre anglo-américain très, très clairement, et dans lequel et Diana Wynne Jones, même si elle écrit dans les années 70 et 80, elle s'inscrit dans la tradition de la fantaisie anglaise pour la jeunesse qui est extrêmement riche. Les premiers romans de fantasy, du coup, t'as vite fait esquissé tout à l'heure la réponse, mais c'est à peu près quelle époque? Alors, c'est deuxième moitié du 19e siècle anglais, avec tout un tas d'étapes qui vont aboutir à ce qu'on considère, enfin, ce que moi j'ai proposé de considérer comme les premiers romans de fantasy, et on semble être à peu près tous d'accord pour l'instant là-dessus. C'est les romans de la fin de la vie de William Morris, hein, donc qui est un artiste tout à fait exceptionnel, donc qui va mourir à la toute fin du 19e siècle, après avoir été essentiellement un artiste visuel, donc un designer, un peintre un petit peu, mais surtout créateur de tissus d'ameublement, de papier peint. Donc vraiment, c'est le premier. Il crée un mouvement qui s'appelle les Art and Craft, et donc c'est le fondateur de l'artisanat d'art. Hmm. Mais il est aussi graveur, il est aussi imprimeur, et donc il est traducteur, et il est poète, et il est romancier. Et tout ça est irrigué par une passion pour le Moyen Âge. C'est aussi beaucoup de lui que vient le lien au départ entre la fantaisie et le Moyen Âge. Euh,
William Morris, qui est aussi donc un militant politique de premier plan, hein, d'une forme de socialisme utopique. Il était donc passionné par cette époque. Il avait appris des langues pour pouvoir traduire des ouvrages, etc. Et comme aboutissement de tous ces travaux, il va produire donc sur la fin de sa vie une série de romans qui s'appelle La source au bout du monde ou Le lac aux îles enchantées, qui sont des espèces d'errances de personnages surtout féminins, hein, des personnages de Petite Grive dans Le lac aux îles enchantées, qui sont qui rappellent fortement la littérature médiévale, avec une langue archaïque dans un autre monde. Et donc on est vraiment dans quelque chose qui coche à peu près toutes les cases de ce qu'on considère aujourd'hui comme de la fantaisie à destination des adultes. Avant, lui, il y avait eu de la fantaisie pour enfants, puisque le merveilleux Mmh. pour enfants, hein, a une tradition beaucoup plus continue. On avait continué, le merveilleux avait continué à destination des enfants tout du long de l'histoire littéraire, alors il s'était interrompu à destination des adultes, hein. On estimait que le merveilleux c'était pour les enfants, c'était pas pour les adultes, hein, et donc on y revient à ce moment-là. Et donc en Angleterre, deuxième moitié du 19e siècle, on a Lewis Carroll, on a Peter Pan de James Barrie, on a Le vent dans les saules, et donc toute une très belle littérature merveilleuse qui est également, hein, une des parties importantes de la fantaisie, qui donc se développe à la fois pour les enfants et pour les adultes à cette époque-là, deuxième moitié du 19e siècle anglais. Et alors, ça se développe pour les enfants, pour les adultes, mais le public est pour le coup plus masculin, plus féminin, parce que moi c'est vrai que j'ai l'impression que quand de mon regard extérieur, je suis pas un expert de la fantasy, mais en tout cas quand je regarde un petit peu les univers de fantasy que moi j'ai pu parcourir, que ce soit à travers du film, du jeu vidéo, de la littérature, j'ai l'impression que c'est souvent quand même un protagoniste masculin qui est mis en avant. Et après, par contre, au niveau des auteurs, moi j'ai l'impression qu'il y a à la fois des auteurs hommes et des auteurs femmes. Du coup, comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis de tout ça? Alors, la question du protagoniste masculin, en fait, si tu regardes bien, ça a souvent été le héros par défaut. Était un héros masculin, de la même manière qu'en français, on considère que le masculin est le neutre. Donc, jusqu'à très récemment, c'était pas quelque chose qui posait problème, enfin, ou qui posait directement problème. C'est pas quelque chose qu'on avait identifié, en tout cas, à la fois les auteurs et les récepteurs, comme un problème. Moi encore, ma génération, on lisait, beaucoup de petites filles lisaient, et elles lisaient des histoires avec des garçons personnages, et on était capable de passer cette frontière de genre, Mmh, mmh. sans que ça pose beaucoup de problèmes. Donc cette espèce d'identification neutre, était susceptible de fonctionner, même si je comprends très bien qu'on ait envie désormais d'une beaucoup plus grande diversité, pour que nos enfants puissent être plus directement reliés à ce qu'ils lisent. Maintenant, effectivement, la fantasy, c'est pas un genre si masculin que ça, et si masculin qu'on le dit et qu'on le croit. Parce que on a en tête, bah, justement, Conan le barbare, Mmh. dans sa version télévisée, dans sa version cinématographique, Au où fur bodybuildé. en dépit de toutes ses qualités, est quand même assez kitsch, avec Arnold Schwarzenegger, Ouais. ses gros muscles, les filles en slip de peau, Il, et cetera. il met à KO un Donc dromadaire, je le rappelle. Voilà. il est trop fort cet Arnold. Et donc voilà, on a des images comme ça, on a des images aussi, de geeks dans des sous-sols en train, de jouer, aux jeux de rôle, comme on les a retrouvés, dans Stranger Things. Et bon, c'est une réalité, hein, c'est une réalité du genre, mais c'est qu'une partie de la réalité du genre, où effectivement, des autrices femmes, se sont exprimées, vraiment, dès le départ, et sont aujourd'hui, enfin voilà, tout au long du genre, très importantes. Hem, alors peut-être pas au tout premier plan, c'est-à-dire que quand on essaye de parler voilà, de se dire les 5 plus grands auteurs de fantasy, heu,
moi j'essaye toujours de citer des femmes, mais voilà, il faut, on va d'abord penser effectivement à Tolkien, à Howard, à C.S. Lewis, à George Martin, voilà, ça tout ça c'est des hommes. Mais on pourrait, tout aussi bien parler, de Robin Hobb, d'Ursula Le Guin, Romy Dobbs, de Jo Walton. c'est spammé dans le Comment? chat, hein. Robin Hobb, c'est spammé dans le chat, il y a tout le monde qui en parle. Mais ouais, voilà, c'est une super, super autrice, depuis longtemps. Dans le monde de la fantaisie française, les autrices, sont aussi, très, très, bien représentées, avec Charlotte Bousquet, avec Estelle Faye, avec Floriane Soulas, et cetera. Et au niveau du public, c'est un public qui est très mixte, hein. J'ai encore, une de mes doctorantes, Laura Martin-Gomez a soutenu, sur les communautés de fans de Tolkien et vraiment tout ce qui ressort, de ces analyses historiques, vraiment poussées, c'est cette mixité, y compris donc dans les communautés, de fans. Et j'irais même plus loin, c'est-à-dire que chez les lecteurs sont en majorité des lectrices maintenant, hein, et pas une petite majorité, c'est-à-dire une vraie majorité. On le sait ça pour, le lectorat en général, hein, c'est-à-dire que le lectorat en général est majoritairement féminin. Les gros lecteurs encore plus, hein, et pour l'imaginaire, aujourd'hui, donc chez les ados et les jeunes adultes, c'est très majoritairement, des filles, qui lisent et qui écrivent, et qui participent sur les forums, les fanfictions, et cetera. Donc ce milieu-là, de lectrice-autrice, il est très féminisé. C'est moins vrai pour, la partie, jeux de rôle et jeux vidéo, Mmh. mais où on ne doit pas être loin quand même d'atteindre une parité, parce que c'est quelque chose qui s'est bien rééquilibré, ces dernières décennies. Oui, et je me suis aperçu là que Lance Dragon, c'est aussi écrit par un duo d'autrices, voilà, Non, alors en Non, fait, il c'est y en a un des Tracy 2, mais et... t'inquiète pas, je l'ai appris très récemment. Je Ah! crois que c'est Tracy Hickman qui est un homme. Ah, C'est Tracy, vachement c'est un troublant. homme, d'accord, ok. Ouais, c'est Je me suis ça fait et avoir il est alors. chauve et tout. Tu regardes les photos sur, moi, voilà, Tracy Hickman. Ah je oui, l'ai non dit mais oui, moi-même. alors il est pas. Hein? Je vous mets juste sa photo à la place de Vas-y. Anne, vite fait. Comme ça, vous verrez que ce monsieur, ce brave homme, il a l'air ça fait sympathique, mais attendez, faut que je vous montre ça. Effectivement, voilà, je pensais que c'était voilà, mais c'est pas du tout. Ah mince, Ouais. mince, mince, attends, j'ai ouvert, Ah, mon je te j'ai une remets. pub, j'ai une pub, j'ai une pub, j'ai une pub. C'est pas du tout une femme du coup. Ouais, effectivement, Tracy Hickman. Mais j'y ai cru. Bah, écoute, ça fait quelques années maintenant que je suis persuadé, j'étais persuadé que Lance Dragon c'était écrit par deux femmes. Pas du tout. Très bien. Eh ben merci de m'avoir débunké ce soir. Voilà. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, alors on a, on a des inspirations dans cette fantasy autour des mythologies. Alors on l'a vu tout à l'heure, il y a la mythologie grecque notamment. On voit beaucoup d'inspiration du côté de la mythologie nordique ou plus globalement de la mythologie même germanique. Euh, Est-ce qu'il y a de la fantasy qui s'inspire du folklore français? Alors c'est vrai que je parle de folklore français parce que la mythologie française c'est un truc qui est un peu débattu, on sait pas très bien s'il y en a une ou pas, est-ce qu'on fout Gargantua dedans ou pas, enfin il y a tous ces trucs là, je sais que c'est encore en discussion tout ça. Est-ce que toi t'as quelques billes là-dessus? Alors, il y a effectivement, pas alors pour moi, je savais pas qu'il y avait une discussion sur l'existence, d'une mythologie française, hein, ça m'intéresse. Pour moi, la mythologie dont on hérite enfin, on a un fond d'héritage, qui est essentiellement la mythologie, gréco-latine. Donc c'est vrai que ça concurrence, le enfin, on n'a pas de mythologie, française propre, hein. On aurait une partie de mythologie celtique et une partie d'héritage, gréco-latin, hein. Essentiellement, on a été envahis par les Romains et donc on a adopté cette culture-là. Alors que, par exemple, le mythologie et folklore germanique sont très liés.
sont restés, associés, parce que justement il y a une espèce de continuité, Mmh. dans leur histoire, que nous n'avons pas ou alors enfin que voilà, que nous n'avons qu'en tant que pays latin. Donc le folklore français, après du coup, je sais pas très bien ce que c'est. Il y a un certain nombre d'œuvres qui ont essayé de renouveler un petit peu, par exemple, le répertoire des créatures habituelles de la fantaisie, Mmh. en mettant, des lutins, ou des farfadets. Je pense, à Mathieu Gabory, par exemple, qui a proposé, comme ça une multiplication, des créatures. Hem Henri Lovenbruck aussi avait une de ses séries s'appelait Gallica, elle avait, Henri Lovenbruck, c'est un des auteurs de la 1re génération de fantaisie française qui était, édité, chez Brajlon. Il avait, aussi écrit La Moira et Gallica, donc c'est une série qui veut, voilà, être ancrée dans, un substrat, de la Gaule, française. Après, on a des éléments de folklore, plus ou moins régionaux, hein, qui vont pouvoir se retrouver Oui. dans certains romans. Pour prendre un vieil exemple qu'on n'associe pas forcément à la fantaisie, il y a L'Avouivre de Marcel Aimé, qui est voilà, potentiellement un des auteurs de fantaisie français avant qu'on identifie la fantaisie en France. Et c'est du folklore du Jura, hein, c'est une espèce de créature, aquatique. On a l'Ankou en Bretagne, hein, cette espèce de figure de la mort, qui vient chercher, qui vient moissonner les âmes avec son chariot. On a la forêt de Brocéliande. Bon, mais tout ça, c'est des éléments un peu épars, hein, et effectivement, il y a pas complètement u une tradition d'œuvre qui ferait fond sur quelque chose de spécifiquement français, et l'exemple de Rabelais que tu donnes, est un très, très bon exemple parce que c'est assez étonnant, qu'il n'y ait pas, eu de tentative de plus aboutie de fantaisie rabelaisienne. Mmh. Parce que voilà, ça semble quand même vraiment bien s'y prêter. On a, ce peuple de géants, truculents, voilà, avec des lieux précis, un certain nombre d'aventures avec les mots gelés, et cetera. Donc il y aurait des choses à faire, et ça n'a pas, été fait. D'ailleurs, je sais pas si ça n'existe pas une adaptation cinématographique de Gargantua. Je sais pas. Je crois pas. Il y aurait des trucs intéressants visuellement. Oui, oui. Ouais. Euh, en tout cas, bon, voilà, on avait rapidement esquissé ça aussi avec William la dernière fois, puisque vos sujets parfois se recoupent quand même un petit peu, mais la fantasy, globalement, on voit un peu c'est quoi la fantasy en Occident. Est-ce qu'il y a de la fantasy au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique? Alors, c'est grande question, oui et non. Alors, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des traditions, enfin des œuvres locales qui réécrivent, le folklore, et les mythes. Heu, Par exemple, le voyage en Occident, l'histoire du roi singe en Chine, hein, il y a énormément, de variantes, hein, qui ont été proposées, autour de cette histoire-là, en manga, enfin en en dessin animé, et cetera, en BD, en toutes sortes, tout type de romans. Maintenant, les spécialistes du Japon, par exemple, ne commencent à parler véritablement de fantaisie qu'au moment où il y a en fait une appropriation locale de d'une fantaisie qui vient d'ailleurs, et qui vient globalement des pays, de langue anglaise, Angleterre et États-Unis. C'est le cas pour la France, hein. La fantaisie nous arrive, d'abord, par le biais, des traductions, et puis il y a une étape, d'appropriation, et puis la fantaisie française, naît véritablement, sur ce terreau-là. C'est pareil pour, le Japon, par exemple, hein, donc qui a, un folklore et des traditions du
merveilleux extrêmement intéressantes et importantes avant leur contact avec les cultures occidentales, mais qui vont s'approprier les tropes, hein, les stéréotypes, les images d'une fantaisie qui leur vient pour le coup essentiellement des États-Unis. La fantaisie africaine, c'est encore une autre question. Elle est aujourd'hui très riche, hein, très dynamique. Il ne faut pas continuer à penser qu'elle émerge, parce que c'est un vieux truc, hein, la fantaisie africaine arrive, voilà, elle naît. Bon, alors à force de naître, elle est quand même là depuis un bon moment. Mais elle est essentiellement aujourd'hui le fait alors de beaucoup d'autrices et d'autrices de langue anglaise et d'autrices de langue anglaise qui ont souvent soit vécu, soit émigré aux États-Unis. Donc c'est voilà, c'est le fait d'une diaspora qui a en contact avec une culture américaine populaire. Et donc c'est le fruit de ce mélange-là. La fantaisie, c'est aujourd'hui une littérature vraiment mondiale et donc vraiment mondialisée, mais où du coup on ne peut pas, je pense pas que c'est vraiment un sens de vouloir distinguer de manière vraiment étanche des apports culturels. Mhm. Euh, Évidemment, c'est une très bonne chose que toutes les cultures soient désormais représentées. Mais ce qui est super, c'est qu'elles puissent comme ça circuler, hein. C'est surtout ça qui est formidable. Et il faudrait qu'elle le puisse encore davantage, parce que le problème, là, ce que je te suis en train de te dire et de dire à tout le monde, c'est ça se base sur ce que moi j'ai pu en voir, c'est-à-dire ce qui a été suffisamment diffusé aux États-Unis, ou encore ce plus petit, ce qui a été traduit en France. Et je suis sûre qu'il y a énormément de choses qui échappent à mon radar, hein. C'est-à-dire que je connais pas de fantaisie andine, par exemple. Le Chili, le Pérou, tout ça, je pense qu'il y a des pays où en fait de la fantaisie est produite, mais elle est produite pour un marché local. Elle n'intéresse pas au-delà des éditeurs sur place. Et donc, voilà, à moins de faire un travail de défrichage sur place, donc voilà, les masterants et doctorants voyageurs peuvent y penser. On n'a pas moyen de connaître cette diversité-là. Donc ce qui nous parvient effectivement, c'est ce qui est déjà le fruit d'une circulation mondiale de la culture fantasy. Mhm. Et alors, justement, dans cette circulation, on voit que le genre littéraire fantasy influence quand même très grandement le cinéma et le jeu vidéo. Et comment est-ce que toi tu vois ça? Comment est-ce que c'est arrivé progressivement? Est-ce que ça a été d'ailleurs dès le début pour les jeux vidéo, ou est-ce que ça s'est fait progressivement? Et est-ce que cet apport-là, il est à sens unique? C'est-à-dire que on peut se dire que le genre littéraire influence le jeu vidéo ou le cinéma, mais est-ce que le jeu vidéo ou le cinéma influence aussi le genre littéraire sur les productions de ces dernières années? Alors le lien, je trouve que ce qui est surtout intéressant dans la fantaisie, c'est le lien avec le jeu. Parce que, avec les autres productions, audiovisuelles comme le cinéma et la série télévisée, alors aujourd'hui c'est très important, c'est sûr, et notamment, les séries télé de fantaisie, explosent complètement, dans le tsunami, de Game of Thrones, mais pendant longtemps ça n'a pas été le cas. En fait, il y avait assez peu, de séries télévisées de fantaisie, surtout des séries télévisées regardables, sans aucun second degré. Et même au cinéma, ça a été assez tardif, c'est-à-dire que il y a vraiment un problème dans la visualisation de la fantasy qui est facilement assez daté, assez kitsch, hein. Il faut vraiment avoir des bons effets spéciaux pour que ça passe, hein, sans souci. En revanche, la fantasy se prête extrêmement bien, les univers de fantasy se prêtent extrêmement bien au jeu. Ils sont vraiment faits pour ça, quasiment depuis les origines, hein. On
les histoires qu'on imagine quand on est enfant prennent souvent place et mettent souvent en scène des formes de magie et voilà et des formes de merveilleux et ce lien au jeu. Alors il va surtout s'exprimer à partir des années 70, c'est-à-dire une fois que Le Seigneur des Anneaux de Tolkien est devenu un phénomène culturel énorme et notamment auprès de la jeunesse américaine. Et on a envie de lire d'autres choses comme ça, on a envie d'aller plus loin dans l'exploration de cet univers si incroyablement complet qu'on a pu commencer à explorer avec les romans de Tolkien. À l'époque, le Silmarillion, toutes les autres œuvres sont pas encore sorties. Et il n'y a pas beaucoup de fantaisie qui s'est encore écrite sur ce modèle-là. Et donc, bah, ce qui va être inventé, c'est un jeu de rôle, le jeu de rôle Donjons et Dragons, alors qui s'appuie pas que sur Tolkien, mais qui naît de la volonté de continuer à vivre des aventures en Terre du Milieu. C'est vraiment ça le principe. C'est bon, bah, on va y aller nous-mêmes. On va y aller nous-mêmes et on va y inventer ce qu'on a envie d'y vivre. Et c'est sur cette base du jeu de rôle, de Donjons et Dragons, que vont en fait s'enchaîner toutes les étapes de la création qui vont nous mener aujourd'hui aux jeux vidéo. C'est-à-dire que les premiers jeux vidéo, ça va être des jeux d'aventure textuelle qui vont reproduire les mécaniques du jeu de rôle, hein, qui vont vous proposer du porte monstre trésor mais par le biais du texte. Hein. Voilà, voilà. Tu tournes à gauche, tu arrives devant une porte, qu'est-ce que tu fais et voilà, et petit à petit, toutes les grandes étapes du jeu vidéo sont marquées par l'omniprésence de la fantasy. C'est clair que c'est vraiment un genre qui s'y prête extrêmement bien pour tout un tas de raisons, pour ces raisons historiques en fait, hein, qui font que plus un genre marche, plus il est reconnu, plus il est susceptible d'être repris, parce que ça forme une culture partagée qui est très pratique à solliciter et qui du coup, va intéresser d'emblée, les joueurs parce qu'il y a tout ce système de peuple, de race avec des caractéristiques précises, la différence entre les mages, et les guerriers. Enfin voilà, il y a tout un tas d'éléments de la fantasy qui se prêtent très bien aux mécaniques de jeu. Après, donc, oui, c'est essentiellement enfin, non, c'est pas essentiellement dans un sens. C'est-à-dire, c'est d'abord dans un sens, c'est d'abord les romans qui inspirent les jeux, c'est ce que je viens de dire, avec Tolkien évidemment, mais je sais pas, le jeu de rôle du cycle d'Ambre, hein, le Diceless, hein, Role Playing Game of Amber, il est très bien. Et les Elric, les Lovecraft, bien sûr, même si là on n'est plus vraiment dans de la fantasy, les Cthulhu. Mais ça marche dans l'autre sens. Tout à l'heure, tu parlais de Lance Dragon, et Lance Dragon, c'est de la novélisation de jeux de rôle. Donc il y a tout ce secteur de la novélisation où là, donc ce sont des romans adaptés de jeux de rôle et de jeux vidéo. Tous les romans Warcraft, c'est une, voilà, c'est un monde en soi. Tous les royaumes oubliés, qui sont également une collection qui a été énorme chez Pocket. Et est-ce que ça influence sur littérairement, stylistiquement? Ça, je sais pas. Je trouve, enfin bon, moi, je suis toujours, je suis team livre, donc je pense que je pense que les innovations, disons, sur le setting, elles viennent plutôt des romans, à cause de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est plus ça va plus permettre un approfondissement. C'est-à-dire, on va pouvoir aller bien à fond dans les caractéristiques des peuples, par exemple, dans le lore. On va pouvoir vraiment développer un lore très, 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 très profond, très complet quand on aime le jeu vidéo.
Ouais, bah là, Euh, plus il y a qu'à voir World of Warcraft. Là, l'extension vient de sortir, Shadowland, pour ceux qui nous suivent dans le chat. Moi, je m'y suis remis là. Et hier soir, je me posais une question parce que vu que je m'y remets tous les ans et demi, j'arrête et puis je m'y remets. Machin. Bon, ça fait 16 ans que je traîne ma t'oublies. besace. Ouais, ça fait 16 ans que je traîne mes basques sur World of Warcraft. Et je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment, si demain quelqu'un me dit World of Warcraft, c'est quoi l'histoire je serais incapable de lui répondre, quoi. C'est pas possible. Il y a tellement de choses. Et donc, j'ai un copain qui a essayé de nous faire un récap de 5 minutes, même, sur la dernière extension. Et déjà, c'était hyper complexe, quoi. En 16 ans, ils ont eu le temps d'étoffer le truc. C'est incroyable. Il y aurait des chaînes YouTube entières sur le lore sur l'analyse du lore de World of Warcraft et que ça suffirait pas, quoi. Ouais, et c'est qu'un seul univers voilà, Ouais. parmi d'autres. Et enfin, même si c'est un des plus impressionnants. Donc, effectivement, ça, c'est le grand point fort du jeu vidéo, mais dont on voit bien qu'il le prend quand même comme ambition. C'était déjà un peu l'ambition de Tolkien, de développer comme ça, de donner l'impression que le monde était tellement complet qu'on pouvait justement y ajouter des choses et on pouvait creuser, il y avait encore derrière, que c'était pas juste un décor et qu'il y avait cette profondeur. Et, mais je pense que aussi un des points sur lequel le jeu vidéo a été, le jeu de rôle d'abord et le jeu vidéo a été ensuite ont été décisifs, c'est sur l'évolution des personnages et notamment l'évolution vers moins de manichéisme, qui est quelque chose qui est une espèce de mouvement de fond de la fantaisie, il y a de la fantaisie non manichéenne, enfin des anti-héros, il y en a depuis très longtemps, hein, Elric le nécromancien, par exemple, donc dès la fin des années 60. Mais le fait que en jeu de rôle et en jeu vidéo, on soit libre d'incarner différents peuples et donc de s'identifier plutôt justement aux traditions, à la culture ou aux coutumes des orques ou des nains, et ben ça a permis de leur donner à tous une importance et de reconsidérer les hiérarchies qu'on pouvait établir entre eux. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a influencé depuis le jeu l'entièreté de la production romanesque, parce que ça a, oui, amené à devoir énormément relativiser le système moral qui était à la base de la répartition des personnages en fantasy. Hmm. C'est un apport du jeu, ça, je pense. Bon, il est 21h57, nous sommes donc à la moitié de ce live. Tout se passe bien pour toi, ça va, tu tiens le coup? Ça va, je m'aperçois qu'on est seulement à la moitié de ce live avec un peu d'effroi, mais Après, tu le dis, il y a pas de souci. Si, j'imagine que parler 1 heure comme ça et tout, au bout d'un moment, tu dois chauffer un peu. En tout cas, merci dans le live d'être tous là. Depuis tout à l'heure, on est à plus de 4000, là, on est à 4250 personnes. Donc c'est vraiment chouette d'avoir autant de public pour parler de fantasy, d'histoire, de littérature. C'est quand même cool de voir que ça se passe sur Twitch, non hein, plus un dans le chat si vous êtes content de voir des trucs comme ça sur Twitch. Voilà, de toute façon, on essaiera de continuer comme ça tous les mois et d'avoir des spécialistes qui viennent nous parler un petit peu de leur domaine de prédilection parce que c'est cool, c'est cool. Question un petit peu provocante, Anne. Est-ce que la fantasy et l'heroic fantasy, enfin la fantasy en général, c'est pas un peu l'héritière de tous ces romans de chevalerie, de ces chansons de gestes qu'on avait quand... oula, je m'attendais à pire comme question provocante. Je suis pas super choquée là. Ah, Bon. Attention, tu pourras Benjamin, te tu peux poser attaquer plus fort. voilà, tu pourras te poser ta propre question choquante si tu veux après. Rien ne me choque. Alors, bah, oui, hein, j'ai envie de te dire. Donc la question c'était est-ce que ça hérite? Est-ce que la fantaisie hérite des romans arthuriens? Et de la chanson de geste? Oui, Est-ce oui, que c'est oui, un peu oui. l'héritier, voilà, de tout ça? Ah bah, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Alors avec il faut établir une vraie distinction entre les 2. Mais oui, la fantaisie
et va puiser entre autres traditions dans la littérature médiévale, dans l'épopée, donc la chanson de geste, comme elle va puiser aussi dans les épopées antiques d'Homère, par exemple. Et puis elle va aussi puiser dans la plus ancienne tradition du roman d'aventure qu'on ait conservé, à savoir le roman arthurien. C'est ce qu'on appelle donc le romance en anglais, à ne pas confondre avec le roman sentimental qu'aujourd'hui on appelle la romance. Voilà, c'est le vieux roman, le roman romanesque, hein, c'est la romance qui va ensuite donner naissance au roman d'aventure et dont la fantasy est aujourd'hui sans doute le genre le plus actif quand on a envie quand on est lecteur ou spectateur et quand on a envie, ou joueur, hein, et quand on a envie d'action et d'évasion, on va effectivement se tourner assez aisément, soit vers la SF, soit vers la fantasy si on préfère les épées et les orques. Hem, le roman arthurien, c'est un de nos grandes sources du merveilleux occidental, le roman médiéval en général. Il se trouve qu'il a été redécouvert, ces traditions médiévales ont été redécouvertes par les romantiques, donc dans le courant de ce 19e siècle qui a vu naître le fantastique et la fantaisie. C'est pas un hasard, hein, c'est vraiment une convergence d'éléments qui entraîne la naissance de ce genre. Les romantiques, mais ça je suppose que tu l'as vu avec William, hein, redécouvrent les traditions médiévales, la littérature médiévale, l'histoire médiévale, qui avait été très occultée au profit de l'Antiquité par toute la période classique et néoclassique. Et donc ils sont absolument enchantés, émerveillés par ce qu'ils découvrent. Et il y a une nouveauté là-dedans, hein, dans laquelle ils vont aller puiser. Et donc William Morris, on y revient, et après lui, la deuxième grande génération d'auteurs de fantasy, à savoir Tolkien et C.S. Lewis. Il se trouve que ce sont des grands profs oxoniens, donc d'Oxford, de littérature ou de langue médiévale, donc des grands spécialistes de cette période-là, qui connaissent très bien les textes, et qui vont pouvoir donc les réinventer sans les citer directement. Donc on a vraiment, hein, un continuum à partir des romantiques, donc à partir de la redécouverte, jusqu'à la fantaisie contemporaine. Et alors, pourquoi est-ce que le roi Arthur, les légendes arthuriennes, ça serait pas de la fantaisie? Alors c'est de la fantaisie quand les auteurs contemporains écrivent de la fantaisie arthurienne, hein, des réécritures arthuriennes. Il y en a des tas et des tas dans notre genre de prédilection. Maintenant, ça n'en était pas au départ, tout simplement parce que, ce que j'ai un peu esquissé tout à l'heure, le système de croyance était pas le même. La frontière entre ce qui était possible ou impossible n'était pas la même. La frontière entre ce qui était historique et ce qui était mythique n'existait tout simplement pas. Donc, sur ces bases-là, il est impossible de considérer de la même manière quelque chose qui a été écrit à l'époque et quelque chose qui est écrit aujourd'hui, même si fondamentalement c'est la même histoire. C'est simplement que les auteurs et le public de l'époque ne le recevaient pas de cette manière-là. On nous pose, il y a tout un tas de questions qui sont posées, qui sont vraiment intéressantes et je pense qu'ils peuvent nourrir ce live. On nous demande, selon toi, quels sont les auteurs qui ont le mieux réussi à créer un monde fantastique tout en gardant un lien assez crédible avec la réalité. Je pense que je vais pas casser des briques spécialement, hein, mais de Tolkien, George Martin, pour prendre des auteurs littéraires. Parce que c'est ceux qui ont poussé le plus loin la démarche de world building.
hein, de construction de monde. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment, avoir à cœur, de développer, par exemple, un arrière-fond historique, hein, pour, leur monde, avec une possibilité de remonter en arrière, dans l'histoire, par rapport à ce que l'intrigue principale, nous propose. C'est ce qu'a fait Tolkien dans le Silmarillion, c'est ce que fait, actuellement George Martin, dans Fire and Blood, Feu et sang, donc des espèces de chroniques historiques de leur propre monde, avec bien sûr, la présence de cartes, avec, la présence, de lexiques, alors très développés, chez Tolkien, hein, qui avait été jusqu'à inventer, dans le détail, des les langues, qui sont parlées dans son univers, ce qui a été, fait, de manière, plus légère, hein, pour le Dothraki ou le Valérien, dans Game of Thrones. Voilà, des tables de généalogie, des emblèmes, de l'héraldique, tout ça, hein, développé autour, d'un monde imaginaire. Donc c'est pour cela que je les ai, sélectionnés, tandis que, beaucoup d'autres auteurs, n'ont pas forcément ce souci-là, ce qui ne rend pas, leurs œuvres, moins intéressantes. Mais par exemple, Robin Hobb, les Six Duchés, hem, elle va nous présenter, hein, tout un tas de sociétés et cetera. Bien sûr, il y aura une carte, mais on sent que c'est pas forcément là son propos, principal, et c'est une bonne chose parce que trop, point trop d'univers hyper construits, n'en faut, non plus. Et puis il y a beaucoup d'auteurs qui vont au contraire, prendre plaisir à mélanger, les mondes, à mélanger les influences, hein, et donc on va avoir quelque chose qui forcément est moins parfaitement cohérent. Voilà, donne moins l'impression, de quelque chose qui tient complètement debout. Moi j'adore, je sais pas, j'adore le Disque Monde de Pratchett, mais le Disque Monde de Pratchett est très chaotique, hein. Voilà, parce que c'est, les principes mêmes de construction, du monde sont volontairement, absurdes et ludiques, hein, avec, cette tortue, qui porte le monde et qui traverse, l'univers. Ou j'adore Pullman, mais Pullman, voilà, c'est à la croisée des mondes, justement, on se balade entre plusieurs univers, ce qu'on appelle un multivers. Ou Neil Gaiman, que j'aime beaucoup aussi, il imagine tous les dieux de toutes les différentes civilisations, qu'est-ce qu'ils sont devenus quand ils sont arrivés avec les immigrants, aux États-Unis. Donc voilà aussi alors là, pour le coup, de la fantaisie, contemporaine, hein, inscrite dans le monde contemporain, mais qui imagine, la conflagration entre les anciens dieux et les nouveaux dieux et puis un mélange, de tous les anciens dieux. Donc ça, c'est à la fois, une fantaisie qui est en lien direct avec le réel, mais qu'on peut peut-être moins, qualifier de monde construit, hein, au Mmh. sens de la question qui était posée. Il y a Rue Marocco qui pose la question. La fantaisie étant la recherche du fantastique et de l'irréel, vouloir la rapprocher de l'histoire ne la détruit pas. Moi je pense pas parce que s'en inspirer justement, enfin l'histoire est tellement riche, les mythes sont tellement riches, les histoires sont tellement riches que ouais, on se ferait rarement chier là-dedans. Mais je sais pas ce que tu en penses toi. Euh, Vouloir recalquer son Non, non, univers non, sur je l'histoire, je est-ce que ça le je je détruit? pense vraiment pas je pense que là, justement, il y a alors, tout un courant, très riche de fantaisie historique. Alors il y a toute la fantaisie qui s'inspire de l'histoire, hein, dont on a parlé avec, des mondes antiques, des mondes inspirés du Moyen Âge, des mondes inspirés de l'Antiquité, de la Renaissance et cetera. Et puis il y a vraiment beaucoup d'ouvrages de fantaisie qui s'intéressent très directement à une période historique, hein, et qui vont, y instiller de la magie. Alors après, on aime ou pas, mais c'est un mélange qui marche
très, très bien. C'est-à-dire que ça ne détruit ni le merveilleux, ni l'histoire, à mon sens. Et donc il va s'agir, je sais pas, par exemple de chez Pierre Pevel, hein. Pierre Pevel est un des spécialistes, français, de ça. Bah, typiquement, il y avait des dragons partout. Donc dans Willstatt, ça se passe pendant la guerre de 30 ans, hein, donc pendant le XVIIe siècle, et il va y avoir des dragons qui vont être impliqués dans la guerre, ou dans les lames du cardinal, qui sont un travail sur les trois mousquetaires de Dumas. Eh bien, il va y avoir un petit dragon à côté du cardinal Mazarin, hein, qui va être son animal domestique sur son bureau, histoire de, voilà, de donner la touche de fantaisie à chaque fois, hein. Au lieu du chat, tu as un petit dragon. Mais ça peut vraiment se faire de toutes les manières. Pierre Bordage a écrit une trilogie, je crois que c'est l'Ange mineur sur la Révolution française, donc avec des éléments de merveilleux, des êtres élus, des malédictions, des prophéties, etc. Euh, j'ai déjà lu, je sais pas, Xavier Mauméjean aussi est fort pour ça dans les auteurs français. Il va écrire sur les kamikazes japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des dragons, toujours, hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des avions, qui sont amenés à se crasher, ils font ça Dragon. avec leurs dragons, donc avec lequel en plus ils ont développé une relation très forte. Donc c'est intéressant. J'en ai lu qui se passe pendant le siège de Stalingrad, pendant pareil, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il peut y avoir aussi des arrière-plans historiques, à la fois très contemporains et très durs, hein, qui vont justement pouvoir être revisités sous un angle qui permet d'en faire encore des fictions, et des fictions qui sont fortes et des fictions qui sont émouvantes et passionnantes, plutôt que de nous repousser en disant bah, de toute façon cette histoire-là elle est horrible et on la connaît, est-ce qu'on a envie de l'entendre encore? Oui, voilà, si tu me racontes le siège de Stalingrad avec du folklore slave, on a beau me dire que les gens voilà, sont en train de mourir de faim, il y a quelque chose qui me prend et me fait vivre une aventure nouvelle dans ce cadre historique pourtant connu et déterminé. C'est un peu ce que fait le roman historique, hein. La fantasy va simplement un cran plus loin dans les possibilités qu'elle se laisse de réinventer le cadre en question. Et alors pourquoi tu penses que... alors tout à l'heure on parlait de Donjons et Dragons notamment qui a popularisé beaucoup la fantasy aussi dans le jeu. Euh, Pourquoi tu penses que la fantasy aujourd'hui ça marche aussi bien? Pourquoi ça a explosé à ce point-là? Alors c'est encore une vaste question qui sera sans doute, à laquelle il sera sans doute plus facile de répondre avec plus de recul historique que nous n'en avons encore. Euh, alors, on peut facilement se dire qu'on est dans une époque difficile où on a besoin de rêver. Enfin, globalement, hein, tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais. C'est ce qui vient spontanément à l'esprit. Ça va pas fort, monde désenchanté, etc. Sauf que c'est quelque chose que pratiquement toutes les époques historiques se sont dites, hein. Les gens qui les vivaient ont notamment cette histoire du désenchantement du monde. C'est vraiment quelque chose qui revient, enfin voilà, au moins depuis la moitié du XVIIIe siècle, hein, où on a très très régulièrement des antiennes là-dessus, hein, et effectivement, ça ne s'arrange pas. On va dans ce sens-là, hein, d'une d'un d'une perte de contact progressivement de plus en plus importante avec la nature, avec la spiritualité, voilà, avec des choses qui sont importantes pour l'être humain et qu'on a tendance à perdre de vue. Donc bien sûr, la fantaisie s'inscrit
très évidemment dans une optique de consolation, ce que Tolkien appelle le recouvrement, voilà, qui nous permet, Tolkien, hein, dans son texte sur le conte de fées, où il prend la défense de la littérature d'évasion, en disant que s'évader du monde dans lequel on vit, c'est quelque chose de très noble, hein, voilà, on est dans une prison plutôt que de se résigner, il faut avoir envie de s'évader. Et il dit que de se replonger régulièrement dans le merveilleux, ça nous permet de retrouver une vue plus claire sur sur les choses qui nous entourent. C'est-à-dire en retournant donc à ces espèces d'origines, des choses, on en revient en étant capable en ayant lavé nos vitres, et dire, hein, voilà, et en voyant de nouveau le vert de l'herbe, voilà, redevenant sensible aux choses qui nous entourent et que nous ne savions plus voir. Je pense que donc c'est très vrai, hein, mais c'est vrai de manière c'est plus large que notre époque. Mais bon, la fantaisie effectivement nous accompagne, hein, depuis la fin du 19e. Quelque chose qui est peut-être plus spécifique à notre époque, avant même la menace climatique, qui effectivement est venue, hein, se rajouter avec les préoccupations écologiques qui sont les nôtres, pour donner un élément de résonance supplémentaire à ce message, hein, de rapprochement avec des origines naturelles, et avec une certaine mystique, des racines, qui est celle de la fantaisie. Un autre élément, mais alors qui va complètement à l'encontre, mais qui me semble important, c'est la place que le numérique a pris dans nos vies. Et qui là, pour le coup, est vraiment un élément nouveau de nos sociétés, et qui a permis en fait l'hyper-extension de cette logique de monde dont on parlait il y a un instant. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait les wikis, avant qu'on ait les forums pour en discuter, avant qu'on ait voilà, tous ces outils de partage communautaire autour des mondes de fiction, on n'a pas du tout pu aller aussi loin dans leur développement, alors que ça, c'est quelque chose c'est une caractéristique de la fiction depuis ses origines, et c'est sans doute une des attentes des gens qui aiment les fictions, hein, donc aussi bien les séries télévisées que les jeux, enfin voilà, qui aiment les autres mondes. Au Moyen Âge et à la Renaissance, on sait déjà que les gens imaginaient d'autres mondes et s'identifiaient à des personnages de fiction, etc. C'est juste qu'ils ne pouvaient pas aller aussi loin dans cette démarche que nous, aujourd'hui, parce que on a nos écrans, parce que on a nos outils de collaboration, et parce que eh ben, on est entouré aussi par cette magie-là, en fait, hein, qui voilà, les écrans, les ordinateurs connectés nous ont donné, ont concrétisé une forme, hein, de magie dans notre quotidien, et nous ont permis de développer énormément, davantage qu'avant, nos capacités fictionnelles. C'est-à-dire notre possibilité de nous immerger longtemps, ensemble, dans des mondes de fiction. Et ça, la fantaisie s'y prête super bien, et c'est pour ça, je pense que c'est le genre du début du 21e siècle. Tu m'as complètement devancé sur la question que j'étais en train d'anticiper, à savoir justement l'importance de la fanfiction là-dedans. Et qu'est-ce que toi t'en penses? Parce que finalement, mon avis est le suivant, c'est que effectivement, avant le numérique et avant Internet, c'était beaucoup plus compliqué pour les gens de participer au fait d'étoffer un monde, un univers comme ça. Là, on le voit, il y a de plus en plus de gens qui s'emparent de ces univers et qui créent des extensions, qui vont chercher des trucs au fond, etc. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Parce que d'un côté, moi, je trouve ça génial, et en même temps, tu peux te dire, oui, mais l'univers structuré qui a été imaginé par l'auteur au départ, est-ce qu'il va pas se retrouver trahi à un moment donné, ou est-ce qu'il va pas dériver dans une direction que l'auteur ne souhaitait pas? Après,
après ça, on peut aussi embringuer sur la fameuse question, est-ce que à partir du moment où une œuvre elle est balancée au public, elle appartient pas au public. Il y, a il y a tout ça aussi qui vient derrière, mais c'est assez complexe finalement ce phénomène des fanfictions, parce que ça apporte plein de trucs, et comment on s'y retrouve là-dedans? Alors, c'est un mouvement de fond là encore, hein. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose. La question est pas trop de savoir ce qu'on en pense aujourd'hui, hein. Enfin, je veux bien en parler, mais c'est là. C'est-à-dire que il y a dans la culture contemporaine, parallèlement aux usages du numérique, un glissement qui se fait de des producteurs ou des auteurs vers le pôle de la réception des lecteurs, des consommateurs, des joueurs, des spectateurs, qui effectivement ont désormais la possibilité d'interagir énormément plus entre eux et avec l'œuvre. Donc dans des proportions qui n'ont jamais existé auparavant. Donc c'est là, c'est comme ça. Et on en est encore là pour le coup, je pense, à une phase d'expérimentation de ce que ça va pouvoir signifier. C'est-à-dire jusqu'où ça va nous amener. Parce que effectivement, pour l'instant, c'est une richesse, une profusion absolument phénoménale, hein, et qui témoigne d'un intérêt, d'un enthousiasme pour ces choses de la culture au sens large, que moi je trouve extrêmement réjouissant. C'est-à-dire que quand on dit que les jeunes ne lisent pas ou n'écrivent pas, c'est vraiment, vraiment pas vrai. Au contraire, enfin voilà, ils n'ont jamais autant écrit, il n'y a jamais autant de gens qui ont écrit. Donc voilà, pour ça, c'est une forme de démocratisation de la culture. On est censé appeler de nos voeux la démocratisation de la culture. Bon, bah, elle est là. Euh, Après, est-ce que quand on est attaché à un univers, on peut craindre qu'il ne soit corrompu d'une manière ou d'une autre par les interventions non canoniques, hein? Je pense que chacun est libre de sa consommation, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai beau m'intéresser au phénomène des fanfictions, j'en lis peu, parce que je m'intéresse au phénomène lui-même. J'aime bien regarder les titres, j'aime bien regarder dans quelle catégorie c'est classé, j'aime bien voir qu'il y a plein d'alternate universe, etc. Mais après, effectivement, j'aime pas forcément voir dans le détail ce que vont devenir tel ou tel personnage que j'aimais et dont je me faisais une idée, et voilà, les confronter aux idées que s'en font plein d'autres gens, et les voir dans plein d'autres situations que je n'avais pas forcément envisagées. C'est plutôt c'est une ouverture, hein, c'est clair, hein. Mais voilà, chacun met ses limites où il le souhaite. Quand on voit déjà les débats qu'il y a à la fin de Game of Thrones sur internet, je te comprends, ouais. C'est clair. Oui, oui, oui. Et alors voilà, Game of Thrones a marqué une nouvelle étape de ça en disant, enfin, désormais les fins de série sont à un moment mais hyper problématique, hein, que ce soit dans les fins romanesques, hein. Je sais pas, à beaucoup plus petite échelle, la passe miroir de Christelle Dabos quand elle a sorti son dernier volume un peu après. Et pareil, il y a eu beaucoup de réactions négatives, des réactions positives aussi, mais voilà, quelque chose de très très débattu. Euh, alors que bon, ça, on peut estimer quand même que l'auteur finit son livre comme il veut. Mm. En fait, le truc, c'est, je pense qu'on fondamentalement, et ça rejoint totalement ce qu'on disait sur la complétude et l'approfondissement et le lore infini, etc. On n'a pas envie que ça finisse. On veut pas que ça finisse, et donc quelle que soit la manière dont ça finisse, dont ça finit, on sera pas content. Et le fait effectivement d'être confronté comme ça à quelque chose où on nous dit bah c'est comme ça,
aujourd'hui, on a du mal à l'accepter, en tant que consommateur culturel, justement parce qu'on a tellement de propositions, puis, on a des choses tellement riches devant nous, voilà, que le fait que quelque chose se ferme, on l'accepte, voilà, on l'accepte mal. Ça fait partie, je te dis, des éléments dont il faut voir jusqu'où ils nous mènent, Mm. et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Et on salue tous les développeurs chez Blizzard qui travaillent sur World of Warcraft. Dans 20 ans, je serai toujours là. Je compte sur vous pour pas finir le truc, s'il vous plaît. Parce que je prends plaisir quand même à revenir tous les ans, même si après je me lasse un peu. Ouais. Mais tu vois, tu comprendras plus du tout où Alors là, l'histoire a commencé. c'est clair. Euh, au début de cette émission, tu nous disais que quand tu as commencé à découvrir tout ça, c'était assez nouveau, il n'y avait rien qui avait vraiment été fait, il fallait défricher un petit peu le terrain. Euh, Aujourd'hui, comment la fantasy, en tant que la littérature fantasy, comment est-ce qu'elle est perçue par le milieu universitaire? Est-ce que c'est toujours un genre qui est en marge, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus répandu? William Blanc, la dernière fois, nous avait fait part quand même que le médiévalisme, c'était quelque chose qui était devenu très tard, quand même, et que ça fait peu de temps finalement que les gens ont pris conscience qu'il y a ça et qu'on peut bosser dessus, quoi. Euh, Ça en est où de ton côté, du coup, dans le milieu universitaire? Alors, il y a des générations de jeunes universitaires, hein. Je suis pas du tout toute seule, hein, voilà, William en est, mais Florian Besson, Justine Breton, Caroline Duveyzin, mes doctorantes, Laura Martin-Gomez, Marie-Lucie Bougon, Pascal Leplante-Dubé, et cetera. Donc voilà, on est quand même, un petit nombre. Il commence à y avoir une masse de travaux, qui s'accumulent, hein, petit à petit, alors très largement, autour, de ma direction, c'est vrai, mais bon, voilà. Et il y a un auteur, qui a désormais, acquis, une légitimité, à peu près complète, c'est Tolkien. Donc voilà, on est en un auteur, et le et et pas n'importe lequel, il partait pas de rien. Tolkien, donc grâce au travail essentiellement, de Vincent Ferré, qui a eu, les honneurs de la très grande exposition, à la BNF, dont on parle, de plus en plus, de plus en plus ouvertement pour, une prochaine Pléiade. Donc voilà, lui, c'est un auteur, de fantasy qui, voilà, fait son entrée au panthéon des grands auteurs. Pour les autres, ce sera sans doute, plus long et plus compliqué. En fait, la situation de l'université française tout court, hein, est assez catastrophique. J'en profite pour le dire à nos millions de Fais- nos millions de Fais-toi plaisir, téléspectateurs. vas-y. Heu, Nous sommes en lutte, contre notre propre projet de loi, hein. Voilà, on est entre autres, luttes sociales, et donc on a notamment un problème chronique, de postes, hein, de positions académiques à proposer aux jeunes chercheurs, qui entraîne, un certain, repli, hein, une certaine frilosité, comme il y a pas de la place pour tout le monde, bah, on a tendance à se, reposer sur, les bases, hein, les plus solides et les plus classiques, hein, et donc autant il y a une dizaine d'années, j'avais vraiment l'impression que, le la culture populaire et médiatique, avec, l'audience qu'elle a, avec l'intérêt qu'elle suscite chez les étudiants et les étudiantes, et cetera, avait de beaux jours devant elle, à l'université. Autant aujourd'hui, c'est moins sûr, en tout cas en littérature. Par contre, il y a, tout un tas de disciplines, notamment l'infocom, en sciences de l'information et de la communication, qui par exemple, développe, tout le domaine des game studies et des play studies, hein, donc des études sur le jeu vidéo. Et ça, il y a quand même plus de postes, hein. Il y a aussi, voilà, des spécialistes des séries télévisées qui eux aussi n'existaient pas, il y a une dizaine d'années. Il y a désormais, un certain nombre de collègues qui ont eu des postes en étant spécialisés sur, les séries télévisées de SF, hein, comme Claire Cornillon ou Florent Favard. Mm. Donc voilà, en fait, il faut regarder, l'image, globale. Il y a effectivement de plus en plus de place
pour les médias et les genres qui ne font pas partie de la culture la plus légitime. Mais ça va quand même doucement et les questions effectivement ces questions que j'appelle de légitimité, elles se posent un peu différemment selon les publics, selon les milieux, selon les disciplines. Et la littérature n'est pas forcément en pointe sur ces questions-là. On a Marion Train qui nous demandait, sur Facebook je crois, pourquoi la fantaisie est-elle si souvent illustrée par des romans d'apprentissage. J'ai l'impression que dans ce genre littéraire, le roman d'apprentissage occupe une très grande place, voire toute la place. Est-ce qu'il y a des exemples de romans de fantaisie qui ne le soient pas? C'est une impression qu'elle nous livre. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Oui, alors effectivement, bah, c'est le modèle de la quête, c'est le modèle du monomythe de Joseph Campbell, hein, le voyage du héros, donc qui voit une jeune personne, hein, en général de sexe masculin, voir confier une mission, hein, voilà, il se retrouve élu de la prophétie, pour le dire vite, et donc il va devoir partir, quitter son monde familier pour affronter les aventures et les obstacles, et en revenir plus fort. Comme Harry Potter ou Luke Skywalker ou beaucoup de personnages qu'on connaît. Ouais. Bilbo, Bilbo. Bilbo le premier, et donc effectivement, c'est la trame la plus courante, hein, mais pas seulement en fantasy, effectivement, dans les littératures inspirées par les structures mythiques, de manière générale. Maintenant, je pense qu'il y a quand même, hein, pas mal de romans de fantasy qui ne correspondent pas à ce schéma, et même énormément. Il se trouve que là, on a identifié, hein, ce que j'appelais tout à l'heure le cœur du genre, hein, et effectivement, ce qu'on identifie le plus spontanément comme de la fantaisie va tendre à correspondre à cette structure narrative là. Mais je sais pas, Elric le nécromancien, pour y revenir, les héros de Moorcock, ils sont pas du tout dans ce type de trajectoire-là. Elric, on le rencontre, il est déjà complètement décadent, au bord du suicide, avec son épée buveuse d'âme. Euh, Même le Seigneur des Anneaux, en fait, c'est pas tellement, je parlais de Bilbo, oui, Bilbo c'est un petit conte, mais le Seigneur des Anneaux, ils sont tous déjà très largement en possession d'eux-mêmes, hein. Ce qu'ils vont faire, c'est donner le meilleur d'eux-mêmes pour sauver le monde, mais ils ne sont pas dans une position d'apprentissage individuel. Ils n'ont pas, ils ne sont pas jeunes, et ils n'ont pas des choses à apprendre. Bon, davantage les hobbits de la comté, si on veut, ils vont découvrir le monde et ses dures réalités, mais faut pas se tromper, ils sont déjà vieux, hein, Mm. pour les hobbits, ils vivent vieux. Donc il y a effectivement plein de cas, plein de types de fantaisie qui ne correspondent pas à cette structure de l'apprentissage, qui nous vient aussi peut-être, hein, du lien très fort donc entre la fantaisie et la littérature pour la jeunesse, hein, qui elle, voilà, a à cœur de montrer la construction d'un individu à travers ses héros et ses héroïnes, et donc qui va aussi avoir tendance assez spontanément à avoir recours à ce type de structure. On a des questions très précises dans le chat sur certaines œuvres. Je sais pas si tu as pu jeter un œil à Dritz. Je sais plus qui a écrit
ça d'ailleurs. Salvatore, Robert Voilà, A. voilà, c'est ça, Salvatore. c'est ça, c'est ça. Ouais, alors moi j'avais lu je sais pas il y a combien de bouquins, j'avais lu le premier. Alors, il y a la trilogie de l'Elfe Noir, mais Ouais, c'est après, il y en ça. a d'autres, hein. Ouais, moi c'est ça que Ouais. j'ai lu, hein. C'était assez intéressant, il y avait une société matriarcale d'ailleurs là-dedans. Est-ce qu'on retrouve ça ailleurs ou... La société matriarcale des Elfes Noirs. Mais tu te moques de moi, Benjamin. Non, non, c'est trop pointu. Tu veux dire, enfin, des sociétés matriarcales, oui, des sociétés matriarcales elfiques, ça pousse un peu là, hein. Il est 22h34. Je suis pas sûre Je suis vache parce que que je vais me lancer là-dedans. Exactement. juste avant, il y avait quelques questions qu'on nous avait remontées avant l'émission et du coup, je les ai envoyées à Anne quand même pour lui dire bon, voilà ce qui nous attend un petit peu sur certaines questions, mais il y a plein d'autres questions qui ont été posées en live et elle m'a dit franchement, je suis ouverte à tout sauf celle-là, elle est un petit peu pointue. Du coup, j'ai été un peu taquin sur celle-là. Euh, on a eu une autre question là, qui était intéressante. Il y a Cédric Jurassic qu'on salue avec sa chaîne de paléontologie qui nous dit est-ce qu'on pense à un lien entre certaines créatures fantastiques reprises dans les univers de fantasy et des animaux disparus de notre planète. Je pense par exemple aux dragons pouvant venir de squelettes de dinosaures ou de baleines ou les cyclopes pouvant venir de crânes d'éléphants nains. Apprécié aussi. Alors, oui, c'est une des théories sur donc c'est vrai, ça pour le coup, ça relève vraiment de l'anthropologie de l'imaginaire, c'est-à-dire comment les êtres humains en sont-ils venus à imaginer puis à stabiliser leur bestiaire fantastique, puisque eh bien, cet ensemble de monstres et de merveilles a été créé très tôt et ensuite même si les formes ont pu en évoluer très grandement, été quand même relativement stable. Donc c'est une des théories, hein, sur l'invention du bestiaire mythique. Ça consiste à les rattacher, pas seulement à des animaux disparus en fait, hein, mais à des animaux tout court, puisque bah, dans certains cas, on sait que c'est le cas. Par exemple, la licorne, hein, est un mélange entre le rhinocéros, puisque Marco Polo, hein, quand il se retrouve face à des unicornes, il dit mais elles sont pas du tout comme on m'avait dit. Sachez-le, en fait, elles sont grises, elles sont moches, elles ont une grosse peau cornée et des gros pieds. Ça va pas du tout. Et donc nous, voilà, on comprend que ce qu'il est en train de décrire, c'est un rhinocéros. Et puis la corne de narval, hein, puisque l'animal marin était chassé, était pêché et que sa corne était ensuite revendue très cher en tant que corne de licorne. Et ça attestait de la réalité de cet animal, puisque on en avait des traces, hein, on en avait des vestiges très, très directs. Ah bah, On relie aussi les sirènes et les lamentins, par exemple, hein, voilà, qui ont des espèces de mammifères marins avec des formes douces, hein, des formes un peu voilà, qu'on peut éventuellement associer à des courbes féminines et des chants, voilà, des chants également assez entêtants quand ils font les sonars dans l'eau. ouais. Voilà, ce genre d'éléments, effectivement, ça fait partie des hypothèses qu'on a. Il y a plus flatteur qu'un lamentin, mais Tu sais, il y a plein de périodes où on aimait bien les femmes un peu opulentes. oui, oui, c'est vrai. En tout cas, c'est bien parce que tu as mis fin à un débat naissant dans le chat entre le narval et le rhinocéros pour l'inspiration de la licorne. Donc, comme ça, tu as mis tout le monde d'accord. Voilà, c'est très bien. On avait quelques questions sur qu'est-ce qui caractérise la dark fantasy. Alors, bah, alors, la dark fantasy, c'est un peu piégeux. Franchement, c'est un des sous-genres qui est le plus mal
délimité parce que tout le monde n'y met pas la même chose. Moi, je suis pour ne pas confondre la dark et la gritty. Donc ça Oh, devient un peu pointu, tu on vois. commence Euh, à entamer le truc d'initié là. Ok. c'est ça. Donc, ne pas confondre la dark et la gritty. La gritty, gritty fantasy ou grim dark. Alors, tu vois, donc la dark revient. Ah, ouais, excuse-moi de C'est te ce couper, mais on qui. dirait que tu es en train de parler de métal en fait, hein. C'est à peu près pareil. Mais tu ne crois pas si bien dire, Entre le effectivement. black Il y a metal, le tu, grindcore et tu- le tu death le sais, metal. les Ouais. liens sont assez directs, hein. Voilà, c'est des cultures qui sont vraiment, vraiment affiliées. Donc, et là, pour le coup, c'est parti-là de la fantasy tout particulièrement. Donc, la gritty, c'est vraiment George Martin, c'est-à-dire une volonté de réalisme sale, ou boueux, comme je le dis souvent, avec un anti-manichéisme systématique, c'est-à-dire une absence de personnages moralement bons et une vision globalement très sombre de l'être humain et des sociétés humaines. Donc, qui veut s'opposer à un certain idéalisme supposé de la fantaisie tolkienienne. La dark fantasy, c'est davantage une partie de la fantasy qui est plus proche de l'horreur, hein, du fantastique horrifique. Et donc, c'est pas un genre qui est extrêmement bien, qui est extrêmement bien développé en France, mais je pense à la série des joyaux noirs, hein, de Anne Bishop, par exemple, comme illustration de ça. Donc, où on a des sociétés de sorciers avec tout un tas de rites pour s'élever dans leur société. Et oui, donc magie noire, quoi. Mhm. On a d'autres questions vraiment intéressantes. Il nous reste un peu moins de 20 minutes. Euh, Est-ce que tu as des exemples de fantaisie mettant en avant une trajectoire de lutte sociale? Un exemple ou une parabole sur une façon de revoir les rapports de force? C'est une des questions qui se pose beaucoup aujourd'hui à la fantaisie. On a eu notamment pas mal de discussions là-dessus avec Estelle Faye autour de l'entrée politique du dictionnaire de la fantaisie, où on a justement discuté de ces trajectoires de jeunes élus, où je disais, mais tu vois là quand même, on voit bien, ils partent de bas et puis ils y arrivent. Tolkien, c'est vraiment les petits peuvent changer le monde. Donc et elle me dit oui, mais ils sont élus dès le départ, donc c'est pas comme si c'était n'importe qui, c'est pas comme Hmm. si voilà, tout le monde, le prolétariat du monde imaginaire pouvait y arriver. C'est quand même réservé à une élite, hein, et je pense qu'elle a raison. Et du coup, elle a en partie pensé les Seigneurs de Bohème, ça, son cycle actuel, dans cette perspective. C'est-à-dire avec la volonté de montrer comment un empire peut tomber du bas, hein, en mettant en, en scène un ensemble de personnages qui effectivement n'ont rien de particulier, d'exceptionnel au départ, hein, mais dont l'ensemble des trajectoires vont pouvoir contribuer à faire changer le monde. Je ne sais pas si c'était exactement le sens de la question, Si, si, mais si, 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 si. il y a aussi, par exemple, donc toujours en fantaisie française, et ça, je pense que c'est peut-être une spécificité de la fantaisie française que cette préoccupation politique, cette volonté de traduire quelque chose des luttes sociales, hein, qui sont une de nos spécificités en tant que nation contestataire. Il y a je crois que c'est Clément Bouhelier. Il est édité chez Critique, il y a un de ses volumes qui s'appelle Bancs et barricades. Et donc, voilà, il y a une des intrigues dans ce cycle. Le cycle doit s'appeler Au Langar.
j'espère ne pas me tromper, j'ai pas le temps de regarder si les gens sur, le chat peuvent le faire. Clément Bouhelier, je pense que c'est Au hangar, bancs et barricades, et donc une des sous-intrigues, parce qu'il y en a plusieurs qui s'entremêlent, montre vraiment une espèce de lutte anticapitaliste, par, un petit peuple, hein, qui essaye de défaire, l'oppression dont ils sont victimes. Et là, c'est très clairement, une volonté de transcrire, les luttes politiques actuelles. Voilà, cette envie de tout cramer pour repartir sur des basses scènes, comme dirait un grand philosophe. Euh, tu- alors, tout à l'heure, on parlait juste du rapport à l'université. On était très axé sur la France. Comment est-ce que toi, tu vois le milieu universitaire anglo-saxon par rapport à la fantasy? Est-ce que c'est pareil ou est-ce que... Il y a pas énormément de travaux en fait, hein, c'est là encore, c'est un petit peu étonnant, il y a, les œuvres de référence de Farah Mendelssohn, qui sont assez récentes. Il y a notre collègue Patrick Morand qui est, tout à fait français, mais qui, est installé, au Canada anglophone, et qui a sorti un petit ouvrage qui s'appelle Canons of Fantasy, récemment, le canon de la fantasy, qui est très chouette. Et puis il y a le premier centre de recherche consacré à la fantaisie, qui est apparu, il y a quelques mois, hein, je pense pas plus d'un an, à l'université de Glasgow, qui est une très belle université, bah, voilà, dans un style, Oxford, où ont été, filmées, des scènes, connues, et voilà, ils ont quelques spécialistes, sur place, dont Dimitra Fimi, qui est une spécialiste de Tolkien et du folklore, et donc eux, vraiment, ils misent sur, la fantaisie. Il se trouve que les universités, anglo-américaines, sont des universités, privées, sont des universités payantes, qui font face, à une situation qui n'est pas du tout celle de l'université française, qui est une situation de concurrence, interne, hein. C'est-à-dire qu'eux, ils se battent pour attirer des étudiants qui sont des étudiants qui payent très cher, et donc pour le coup, ils sont prêts à aller là où les étudiants, veulent aller. De la même façon qu'aux États-Unis, il y a des formations, aujourd'hui, plein de formations d'e-sport hyper chères, voilà, parce qu'ils ont constaté que, voilà, il y avait plein de jeunes gens qui avaient envie de faire ça, et donc ils se positionnent sur ce qui est vraiment un marché, de l'éducation. Donc c'est pas forcément le signe, hein, d'une ouverture d'esprit, tellement plus grande, mais, C'est un mais, autre mais, modèle. mais plutôt, voilà, d'un autre modèle économique. Est-ce que tu aurais des conseils, une petite biblio, pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'écriture d'un livre fantasy? Qu'est-ce qu'il faut avoir lu, ou des ouvrages même sur comment est-ce que on s'imprègne de tout ça? Alors, il faut avoir lu vraiment ce qui vous plaît. Moi, je pense qu'il faut avoir lu, effectivement, pour avoir une petite idée de ce qui existe, de ce qui peut se faire, et puis justement pour avoir une meilleure idée de ce vers quoi vous voulez aller. C'est-à-dire, parce que la fantaisie est extrêmement riche, hein, j'ai essayé de le dire, entre autres à travers, les périodes historiques, qu'elle explore, mais aussi à travers ses tonalités, hein, puisqu'elle peut à la fois être très poétique, très élégiaque, complètement comique, et cetera. Donc, voilà, il faut essayer d'identifier, ce qui dans cet, immense, continent, va vous attirer le plus. Et puis, donc, lire, et puis, prendre des conseils. Il y a notamment, Lionel Davoust, hein, qui est très chouette, pour ça, qui a un blog, et qui a, également, un truc audio, Un podcast. un podcast, merci. Mais là, ça ne me revient plus du tout. Alors oui, son podcast s'appelle Procrastination. Il le fait avec Mélanie Fazi et Estelle Faye, hein, et donc là, maintenant, ils ont vraiment, plein d'épisodes,
enregistré, archivé, sur tout un tas de questions, qui se posent, d'écriture, hein. Alors Lionel, il a quitté les réseaux sociaux par contre, parce qu'avant il donnait aussi pas mal de conseils, par Twitter, mais bah, voilà, les auteurs, et autrices même débutants sont souvent, des gens assez à fleur de peau, et donc il s'en est pris pas mal, hein, dans la tête. Donc voilà, c'est un travail, difficile. Moi, j'essaye de rester, il y a beaucoup de gens qui veulent que je relise leurs textes, mais je dis: «Ça n'est pas mon travail» et je m'en réjouis Vous parce l'avez que bien, ça a le l'air d'être message un est bien travail passé dans le très chat parce qu'il y a plein de gens qui sont tentés là par de l'écriture. Anne ne prend pas les commandes. non, 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 enfin, c'est surtout, ouais, le travail de relecture. Alors on peut trouver en ligne, et je le conseille, des bêta lecteurs, hein. C'est Mm. vraiment des gens qui sont prêts à vous relire, dans le cadre d'échanges, et cetera, ou parce que ça les branche, ils se forment, eux-mêmes. Il y a Céline Duquesne aussi, qui a une forme qui désormais est formatrice, littéraire. Mais relire, c'est vraiment un travail, et donc il faut être prêt quand vous écrivez à un éditeur, à voilà, pas forcément entendre, ce que vous voudriez entendre, à savoir se remettre en question. Non, mais c'est vraiment difficile parce que, écrire, c'est quelque chose de très intime et de très important, Ouais. pour ceux qui s'expriment, et donc après c'est compliqué de se confronter à la lecture. Un autre truc qui est vraiment bien, c'est aux Imaginales, c'est le speed dating des Imaginales, qui permet de pitcher, son 1er roman, face à un panel, d'éditeurs. On s'inscrit, avec les éditeurs, qu'on préfère, et comme ça on a des premiers retours, et éventuellement des réorientations ou des coups de cœur, entre auteurs et éditeurs qui peuvent se faire à cette occasion. Oui, Donc c'est voilà, pour des les Imaginales, qui est un festival dédié à l'imaginaire et dont tu as participé un petit peu plusieurs fois quand même à ce festival-là. Oui, tout à fait, les festivals, les Imaginales, c'est vraiment, mon festival, de cœur. J'étais, membre du jury, pendant plusieurs années, et puis voilà, j'adore l'équipe, hein, Stéphanie, Nico, si tu nous entends. Aujourd'hui, j'organise pour eux des colloques, universitaires dans le cadre, du festival, 1 an sur 2. Donc il y avait eu celui sur fantaisie et histoire, justement, dont les actes sont parus, chez ActuSF, et actuellement, je suis en train de terminer, la phase d'édition des actes du prochain colloque. Enfin, c'est un colloque qui a déjà eu lieu, qui a eu lieu en mai dernier. On était confinés, donc c'était, via Zoom, et c'était consacré à Game of Thrones. Game of Thrones, un nouveau modèle pour la fantasy, et donc les actes paraîtront chez ActuSF toujours en mai prochain pour la prochaine édition du festival. On croise les doigts pour que ça se fasse, dans, le cours, qui est, un très, très joli, jardin, à côté de la Moselle, à Épinal, et c'est un cadre super agréable, donc il faut venir. C'est clair. Je rappelle quand même, pour ceux qui nous suivent et qui demandent des ouvrages aussi, que Anne a écrit des ouvrages. Et donc, il y en a des très bien que vous pouvez aller choper. Par exemple, sa thèse a été éditée d'Asimov à Tolkien, cycle et série dans la littérature de genre. Tu as écrit un bouquin qui s'appelle aussi La Fantaisie, tout court. Oui, la fantaisie en 50 questions, en fait. C'est la collection 50 questions, donc c'est 50 questions sur la fantaisie. Ouais, celui-là, c'est vraiment celui, qui est le plus complet et le plus accessible sur ce genre-là. Et tu diriges un ouvrage qui n'est pas encore sorti, il me semble, mais sur lequel d'ailleurs travaille aussi William Blanc, le dictionnaire de la fantaisie. Non, le dictionnaire de la fantaisie, il est sorti Il est en sorti. 2018. Ah, Ouais, 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 le fonctionnaire désolé, j'ai le confondu avec dictionnaire un de la autre. fantaisie, il est sorti. Ouais, ouais, tout à fait, mais en fait, c'est parce qu'on est en train de préparer un autre dictionnaire avec William, parce que tu vois, on a tellement aimé ça. Ah, mais c'est pour ça. Voilà, moi, je suis un peu la spécialiste du gros ouvrage collectif, et donc on est en train d'en préparer un sur le médiévalisme. Donc c'est de ça que vous parliez avec William l'autre fois, Exactement. donc les Moyen Âge imaginaires.
Et celui-là, bon, alors par contre, un dictionnaire, c'est vraiment un énorme travail, donc je pense que c'est pas avant 2022. Voilà, parce qu'il est encore, il est encore entièrement à écrire. Il est entièrement pensé dans nos têtes, mais Bon il n'est courage. pas. Bon courage. C'est ça. Mais en tout cas, dictionnaire de la fantasy, on y retrouve quoi là-dedans? On y retrouve des articles sur les nains, sur les orques, sur plein de trucs, j'imagine. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Les nains, il y a alors les nains, il y a un article de Jaworski sur les nains, parce qu'on a fait participer, des auteurs, hein. Je parlais tout à l'heure de l'article, politique de Estelle Faye. Il y a Pen of Chaos aussi, qui nous a, écrit, par exemple, celui sur Seigneur des Ténèbres, hein, que j'ai, directement à l'esprit. Mais il y a aussi donc la fantaisie dans les différents médias. Il y a un article sur les BD, le comics, le manga, le jeu vidéo, le jeu de rôle, le cinéma, etc. Il y a très peu par contre d'entrées sur des auteurs et autrices, hein. Mhm. C'était volontaire parce que sinon on s'en sort pas. Et puis voilà comment on les sélectionne. Alors on en a gardé, je sais plus, 5, et après tout le monde voulait mettre son auteur préféré, mais non, non, stop. Et en revanche, toutes les thématiques possibles et imaginables, et effectivement tous les types de personnages, toutes les périodes historiques, hein, sont traités dans ce dictionnaire. Voilà, donc n'hésitez pas, vous qui nous regardez, ça fera un chouette cadeau de Noël, j'en suis sûr. Et pour ceux qui nous verront après Noël pour la rediff sur YouTube, eh bien n'hésitez pas non plus, ça fait un très beau cadeau tout court. Il n'y a pas à attendre Noël pour se faire des cadeaux, surtout des livres. Est-ce que tu voulais dire un petit mot pour la fin, quelque chose qui te tenait à cœur? Ben non, je veux vous remercier, tous, d'être là. Je suis tout à fait, touchée. J'ai dû couper tout à l'heure en fait, ma rediff, Twitch, parce que, le son s'était mis en route, et donc je ne sais pas du tout combien vous étiez, et ni ce que vous avez dit. Et donc voilà, moi je suis seule dans ma petite boîte, dans mon appartement confiné, avec juste, Benjamin, mais voilà, vous Tu n'es pas seul, on a encore 4200 personnes, ils sont pas partis, ils sont toujours là. waouh, bah, voilà, c'est absolument, formidable. Mais vraiment merci Benjamin de me permettre de toucher, une audience, si large, qui est, avant tout, la tienne. Et puis donc, voilà, merci, beaucoup de l'intérêt que vous témoignez, bah, au travail de vulgarisation formidable, qui est fait, par les différentes, sources de Nota Bene, par les vidéos, par, les interviews et tout ça. Et puis à ce travail, académique, hein, ces travaux a priori, plutôt un peu rébarbatifs, sur, le Moyen Âge, ou sur, les œuvres, de fantaisie. Alors c'est peut-être un petit peu moins, rébarbatif, mais ça reste des sujets de cours, et des sujets, de recherche. Donc effectivement, ça me va droit au cœur de voir, que ça peut intéresser tant de gens. Bah, écoute, merci à toi en tout cas d'avoir accepté cette invite. Moi, ça me fait vraiment plaisir de lancer ce format, de voir que d'une part, il y a des gens qui, comme toi, ont un savoir et répondent à l'appel et sont ravis de pouvoir partager leur savoir. De l'autre, de voir que ça intéresse autant de monde, et que les gens, bah, quand ils voient ça, ils restent, et pendant 2 heures, ils ingurgitent, et c'est trop cool. C'est vraiment trop cool de voir qu'on est quand même 4200, les amis. C'est énorme sur Twitch, pour parler d'histoire, de littérature. Donc merci à tous ceux qui ont suivi, merci à toi Anne. On va en rester là donc pour cette émission. Je suis en train de vous en préparer d'autres, hein, dans le chat, pour les mois qui viennent. Il y a tout un tas de gens super intéressants qui vont venir. On va avoir des trucs sur la Révolution, sur la Commune, sur Tolkien. William Blanc reviendra parce que William Blanc il aime bien squatter Nota Bene. Le retour. Le retour évidemment. Voilà, donc écoutez, je vous embrasse tous dans le chat. Encore merci Anne de nous avoir suivis ce soir.